Bonjour les 5e B. Alors ce matin, on termine la lecture des extraits de Lancelot, le chevalier de la charrette, le roman de chevalerie de Chrétien de Troyes. On avait déjà travaillé sur 2 premiers extraits, et là on va voir les 2 derniers, puisque le 3e va aller assez vite. Et on va noter tout de suite le titre de la séance, où vous mettez donc extrait 3 et 4 de Lancelot. Le premier, page 201 de votre manuel, une entrevue secrète, et le deuxième, l'ultime combat, page 203. Ça va nous permettre un petit peu au fur et à mesure de rappeler l'évolution de cette histoire de Lancelot. Alors on reprend tout de suite le texte qu'on va lire ensemble. Donc page 201, une entrevue secrète. Guenièvre a donné un rendez-vous nocturne à Lancelot, donc Guenièvre est toujours prisonnière à ce moment-là. Celui-ci s'approche de la chambre où elle est enfermée. Quand Lancelot vit la reine incliner sa tête à la fenêtre, armée de gros barreaux de fer, il l'honora d'un salut très tendre, qu'elle lui rendit aussitôt, car tous les deux étaient sous l'empire du désir, lui d'elle et elle de lui. Il n'y eut entre eux ni de vilaines paroles, ni d'ennuyeux débats. Ils se rapprochèrent le plus possible l'un de l'autre, et tous deux purent alors se tenir par la main. Qu'il leur fût impossible de se rejoindre leur était insupportable, et ils maudissaient les barreaux. Mais Lancelot se fit fort, si cela convenait à la reine, d'entrer chez elle. Ce ne sont pas les barreaux qui l'arrêteraient. La reine lui répondit « Ne voyez-vous pas que ces barreaux sont trop rigides pour être pliés et trop solides pour être brisés, et vous aurez beau les agripper, les tirer vers vous, les secouer, vous ne pourrez pas les arracher. Madame, dit-il, ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas qu'un barreau de fer puisse être de quelque importance. Aucun obstacle, sauf venant de vous, ne peut m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Si vous m'en octroyez la permission, la voie est libre. Si au contraire cela ne vous est pas tout à fait agréable, alors il y a là un obstacle insurmontable que rien ne me fera franchir. Alors, on va faire une petite pause là dans la lecture du texte pour voir justement la tournure que prend l'amour, ce qu'on appelle l'amour courtois, c'est-à-dire l'amour qu'un chevalier porte à la dame dont il est épris, dont il est amoureux. On en parle beaucoup dans les romans de chevalerie. Je vous ai dit la dernière fois que, à la différence de la chanson de geste qui ne parle que de combat, le roman de chevalerie, lui, prend en compte toute la vie du chevalier. Et le chevalier, il doit bien évidemment être exemplaire sur les scènes de guerre et de combat. Il doit être fidèle au seigneur auprès duquel il s'est engagé, mais il doit aussi être exemplaire dans toute sa vie, et notamment en amour. Une fois qu'il s'est engagé auprès d'une femme qu'il va appeler sa dame, il lui doit évidemment fidélité, mais aussi honneur, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire sera dans le but de mériter son amour. Et là, on le voit déjà dans les pardon. Je vais prendre autre chose, parce que là, sinon, ça ne doit pas être très agréable à regarder, mais pour l'instant, ça ne veut pas, donc on va faire sans. On le voit évidemment dans le discours qu'il tient à la reine. Alors, on rappelle que cette situation-là est très particulière, puisque Lancelot est tombé amoureux de la reine Guenièvre, qui, puisqu'elle est reine, est déjà l'épouse du roi Arthur. Donc on parle d'honneur et d'exemplarité du chevalier. Là, pour le coup, il y a quand même une sacrée entorse à cette exemplarité, et c'est d'ailleurs un exemple de justement ce qui va être reproché à Lancelot, puisque ça va causer la perte du royaume d'Arthur, etc. Lancelot étant le meilleur chevalier d'Arthur et celui en quel il a le plus confiance, va évidemment trahir cette confiance-là en tombant amoureux de Guenièvre, et surtout après en s'enfuyant avec elle. Alors, on y reviendra un peu après, mais c'est la seule chose. Là, on va parler vraiment de la relation entre Lancelot et Guenièvre, et voir justement que pour le coup,
Là, il remplit absolument tous les critères de l'amour courtois, puisqu'il va être prêt à prendre tous les risques pour elle, en premier, déjà, celui de fâcher le roi Arthur. Et on voit qu'il est prêt à relever absolument... Pardon. À relever absolument tous les défis, à surmonter tous les obstacles. Mais il y en a un seul qui sera complètement insurmontable. C'est le cas où la reine elle-même n'éprouverait pas de sentiment pour Lancelot. Là, on parle déjà de consentement, hein, une notion qui a été beaucoup rappelée et mise en valeur ces derniers temps, mais on voit que l'amour courtois des chevaliers du Moyen-Âge dépendait déjà de ce consentement. On l'a à plusieurs reprises. Hein. Vous l'avez ici. Alors, attendez. Madame, dit-il, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'un barreau puisse être de quelque importance. Aucun obstacle, sauf venant de vous, ne peut m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Si vous m'en octroyez la permission, la voie est libre. Si au contraire cela ne vous est pas tout à fait agréable, alors il y a là un obstacle insurmontable que rien ne me fera franchir. Donc avant quelque tentative que ce soit, Lancelot demande à la reine si elle est prête à accepter les avances de Lancelot et si elle ressent elle aussi des sentiments pour lui. Il faut qu'elle lui donne l'autorisation, qu'elle lui permette de déclarer son amour. Ce qu'elle va faire. Hein. Donc, justement, on continue la lecture de ce texte. Certainement, dit-elle, je le veux bien, ce n'est pas ma volonté qui vous retiendra, mais il vous faut attendre que je sois couchée dans mon lit pour éviter qu'il ne vous arrive malheur à cause du bruit. Ce ne serait ni amusant ni drôle si le sénéchal qui dort ici était réveillé par quelque bruit venant de nous. Donc, le sénéchal, hein, c'est une autre personne qui est au service d'un seigneur, mais pour le coup c'est pas pour le combat, c'est plus pour une sorte d'intendance. Hein. Il va gérer toutes les affaires du royaume et ici il surveille la reine qui est prisonnière, donc c'est le sénéchal du seigneur Bademagu, hein, le roi de Gore dont on avait parlé précédemment. Aussi est-il raisonnable que je m'en aille, car il n'aurait pas bonne impression s'il me voyait ici, debout. Madame, dit-il, il est donc temps de partir, mais n'ayez crainte, je ne ferai pas de bruit. Je pense extraire les barreaux en douceur, sans avoir trop d'efforts et sans réveiller personne. Alors, la reine s'éloigne et lui se prépare, prenant ses dispositions pour venir à bout de la fenêtre. Il saisit les barreaux, les secoue, les tire si bien qu'il les fait plier et les arrache de leur scellement. Mais le fer était si coupant qu'il se fit une entaille à la première phalange du petit doigt jusqu'au nerf, et qu'il se trancha complètement la première articulation du doigt voisin. Mais ni des gouttes de sang qui en tombent, ni d'aucune blessure, il n'a conscience, car il a une toute autre préoccupation. La fenêtre est loin d'être basse, et pourtant Lancelot y passe très rapidement et lestement. Il trouve que, donc là aussi, hein, vous avez justement, alors, je pense que voilà, elle doit être ici, ils se sont trompés de page. Le sénéchal a pour fonction de servir le roi, il dort dans la chambre royale. Donc le sénéchal justement, qui est celui dont on parlait, l'intendant en quelque sorte du roi. Tranchant. Lancelot n'avait pas peur car il était 2 fois plus habile que Méléagant au maniement de l'épée, l'ayant appris dès son enfance. Ils se donnent tous les deux de grands coups sur leurs écus et sur les aumes lamés d'or, si bien qu'ils les ont fendus et bosselés. Mais Lancelot presse son adversaire de plus en plus, et voilà qu'il lui assène puissamment un grand coup sur le bras droit que l'écu a laissé à découvert, et malgré le fer qui le protège, il le tranche net. Se sentant mutilé, Méléagant dit qu'il lui vendra cher sa main droite ainsi perdue. Si l'occasion s'en présente, il n'hésitera pas, rien ne le retiendra. En fait, il éprouve une telle douleur, une telle colère, une telle rage, qu'il n'est pas loin de devenir fou. Il se tient pour méprisable s'il ne réserve pas à son adversaire un mauvais coup de sa façon. Il court vers lui, pensant le surprendre, mais Lancelot est sur ses gardes. Du tranchant de son épée, il lui a fait une telle brèche et entaille que l'autre ne s'en remettra pas avant que ne passe avril et mai.
car le coup qu'il lui donne sur le nasal le lui fait rentrer dans les dents, dont 3 se brisent dans sa bouche. La fureur de Méléagant est telle qu'il ne peut plus parler ni dire un mot, et il ne daigne pas demander grâce, car la folie de son cœur lui donne un mauvais conseil dont il reste prisonnier et ligoté. Lancelot s'approche, il lui délace son aume et lui tranche la tête. Celui-là ne pourra plus lui échapper. Il est tombé mort. C'en est fait de lui. Je peux vous dire que personne dans l'assistance à ce spectacle n'éprouve de pitié pour lui. Le roi et tous ceux qui sont là manifestent une grande joie. Alors Lancelot est désarmé par les plus enthousiastes et il est promené en triomphe. Voilà, donc vous avez une lecture du texte. Alors, je ne pouvais pas changer la page parce que sinon, ça interrompt le fichier sonore. Mais là, c'est essentiellement sur la fin du texte quand même qu'on va travailler. Alors, pas seulement, mais là où on est vraiment dans le combat. Alors, pour résumer, hein, vous avez bien vu que... on met aussi en valeur le courage et la ténacité, la force de Méléagant, qui est un adversaire redoutable, parce que sinon la victoire de Lancelot aurait moins de valeur. Donc évidemment on insiste sur la résistance de Méléagant. On dit aussi dès le début que Lancelot est meilleur au maniement de l'épée. Donc à partir du moment où ils vont se retrouver au corps à corps, on se doute que Lancelot va en sortir vainqueur, et d'ailleurs ça va assez vite, hein, puisque il lui faut très peu d'essais pour pouvoir vraiment blesser, c'est du premier coup hein, qu'il va mutiler Méléagant. Donc on a ici un adversaire redoutable, mais dont Lancelot ne fait qu'une bouchée, hein, pour vraiment... là encore, on est dans l'exagération, mais pour mettre en valeur les qualités de Lancelot, puisque c'est lui le héros de ce roman de chevalerie, c'est évidemment lui qu'on met le plus en valeur. Alors simplement, dans les détails, on voit justement, et c'est ce qui est dit ici, hein, que Méléagant refuse d'accepter sa défaite. Hein. Il éprouve une telle douleur, une telle colère, une telle rage qu'il n'est pas loin de devenir fou. Et c'est donc effectivement ce qui va se passer. Hein. Alors qu'il est énormément blessé hein, par Lancelot, puisque il lui a fait une telle brèche et entaille que l'autre ne s'en remettra pas avant que ne passe avril et mai. Donc ça veut dire qu'il lui faudra au moins 2 mois avant de pouvoir guérir de cette blessure, et pourtant il continue. Hein, le coup qu'il lui donne sur le nasal, c'est-à-dire c'est la partie du aume, hein, du casque, qui va protéger normalement le nez, le lui fait rentrer dans les dents, dont 3 se brisent dans sa bouche. On a aussi là tous les détails assez cruels, hein, violents du combat, comme c'était le cas dans la chanson de Roland. Alors c'est pas tout à fait aussi violent, mais pas loin. La fureur de Méléagant est telle qu'il ne peut plus parler ni dire un mot, il ne daigne pas demander grâce. Et là, c'est quelque chose de très important, parce que normalement, un chevalier, lorsqu'il est vaincu, il reconnaît sa défaite, et l'autre, celui qui est vainqueur, doit lui laisser la vie sauve à partir du moment où il a reconnu sa défaite. Le fait que Méléagant soit complètement aveuglé par sa rage et par la colère va permettre à Lancelot de l'achever sans plus de retenue que ça, puisque c'est Méléagant qui ne reconnaît pas sa défaite, qui refuse de demander grâce, donc Lancelot peut l'achever. Pour autant, c'est un petit peu discutable. Alors, évidemment, normalement, dans le code d'honneur du chevalier, il ne doit tuer que en cas de guerre et de danger imminent, ce qui n'est plus le cas à ce moment-là. Ceci étant, c'est sur l'honneur que ça se joue ici. Hein. Méléagant refusant de reconnaître sa défaite, Lancelot va lui trancher la tête. Et justement, c'est cette phrase-là qu'on va peut-être expliquer, hein, la folie de son cœur, donc de Méléagant, lui donne un mauvais conseil dont il reste prisonnier et ligoté. C'est-à-dire que vraiment, il est aveuglé par sa rage, et donc il ne réfléchit plus,
Et là encore, c'est comme si c'était pas tout à fait de sa faute. C'est ses sentiments qui sont presque personnifiés et qui vont lui donner un mauvais conseil, c'est-à-dire qu'ils vont l'aveugler et l'enfermer dans cette colère. On voit que tous ceux qui sont présents ici n'ont aucune pitié pour Méléagant. Et ce qui veut dire que Lancelot est approuvé dans cette mise à mort en quelque sorte. Et puis de toute façon, il en sort de ce combat, que c'est lui le meilleur, donc évidemment il va être acclamé par tout le monde. Aussi parce que il est plus populaire, c'est-à-dire que comme il est au service du roi Arthur, alors que Méléagant c'est ce qu'on appelle un chevalier noir, c'est-à-dire que il est un peu du côté obscur, on pourrait dire. On sait que le roi de Gore est un opposant au roi Arthur, et donc il va pas être très populaire. C'est rien de le dire. Mais justement ici, de toute façon, Chrétien de Troyes, il écrit ce texte à la gloire de Lancelot. Donc forcément, ça peut pas se terminer autrement. C'est lui qui va être mis en valeur tout le long. Alors, je vous ai déjà donné pas mal d'explications. Donc on va reprendre ça. Vous prenez le temps qu'il vous faut, vous mettez pause évidemment. Donc conforté dans son amour pour Guenièvre, puisque cet amour est réciproque, Lancelot affronte Méléagant en duel pour gagner la liberté de la reine. Le début de l'affrontement est parfaitement équitable, puisque chaque coup est rendu à l'adversaire. Je suis allée assez vite là-dessus, mais dans les premières lignes, vous avez vraiment un combat équitable pour montrer la valeur de l'adversaire de Lancelot. Ce que je vous disais, c'est que ça va changer une fois qu'on sera au corps à corps. Ce combat bascule en faveur de Lancelot. Dès l'affrontement à l'épée, Lancelot était 2 fois plus habile, c'est ce qu'on vous dit à la ligne 32-33. Là encore, le combat est raconté au présent de narration, ils transpercent, ils reviennent, etc., pour rendre l'action plus immédiate. C'est ce qu'on avait expliqué dans l'analyse de la chanson de Roland. Donc ça rend l'action plus intense pour le lecteur, comme si elle se déroulait sous nos yeux. Le présent de narration, c'est vraiment très utilisé dans tous les combats épiques. Donc dans les épopées, dans les romans de chevalerie, dans la chanson de geste, etc. Donc vous mettez pause, vous prenez le temps d'écrire tout ça. Et puis on note la fin. Très vite, Lancelot vient à bout de son adversaire, il lui tranche le bras, lui enfonce le nez, puis lui tranche la tête. En 3 gestes, c'en est fini de Méléagant, qui était pourtant un valeureux combattant. Méléagant, colérique et orgueilleux, ne reconnaît pas sa défaite. Toute l'assistance célèbre la victoire de Lancelot. Donc là, vous avez l'essentiel de l'explication. Je vais un peu plus vite à l'écrit que dans ce que je vous ai expliqué, évidemment. Et donc vous prenez le temps de noter ça, et ensuite on note la conclusion sur tout ce qu'on a vu, sur Lancelot, le chevalier de la charrette, donc le texte de Chrétien de Troyes. Ces différents extraits montrent les valeurs chevaleresques que tout chevalier doit observer. Loyauté, générosité, courtoisie, courage, respect et discipline. Ce que je vous disais, l'honneur chevaleresque ne se joue pas que sur le champ de bataille, loin de là. Les romans de Chrétien de Troyes, en racontant les aventures des chevaliers de la table ronde, alors les plus connus sont Lancelot, Yvain, Gauvin, Tristan, etc., mais il y en a bien d'autres, ces romans illustrent ce code d'honneur des chevaliers. Donc ça, c'est la synthèse globale sur le roman de chevalerie. C'est déjà beaucoup pour aujourd'hui, donc je ne vais pas vous en donner davantage. Et en fin de semaine, on essaiera de voir de façon un petit peu plus large tout ce qui concerne les chevaliers du roi Arthur, de la table ronde, et résumer un petit peu. Alors c'est compliqué parce que c'est très très dense et il y a énormément de choses, mais essayer un petit peu de faire le tour de tout ça. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis une bonne semaine, et on se retrouve vendredi. Au revoir!